choses-là à l'avenir, en fait. Au cas où il y a, comme tout à l'heure, Marc l'a dit, des personnes blessées pendant le tournoi, tu vois, Guila ou Sengo, ou comment ça s'appelle, Slin ou Perry. Forcément, il faudrait que soit qu'on passe à une défense à 3 parce qu'ils ne voient pas un caissier venir en défense ou bien un Sangaré. Ils n'ont pas cette maniabilité-là, comme, comment ça s'appelle ce français-là, du Real Madrid là. Tchouaméni. Tchouaméni, voilà, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Tchouaméni, tu le mets en axe, ça, il s'en sort. Tu le mets au milieu, il s'en sort. Mais bon, nous, on n'a pas encore des joueurs de cette trempe-là, on n'en a pas encore. Donc, je pense qu'on peut quand même essayer peut-être de voir voilà, ce genre de système-là pour pallier d'éventuelles conséquences à venir, en fait. Ok. Nélo, au début, tu voulais poser une question. Tu peux poser ta question. Hein. Sinon, en défense, j'ai une question, moi. Yeah, vas-y. Vous, au regard du match contre la France et du sujet qu'on a eu hier à propos de Yann Diomandé, le fait que quand Yann Diomandé a le ballon, il n'a pas suffisamment de joueurs qui viennent proposer des options de combinaison, tout ça. Est-ce que vous êtes plus pro Conan ou plus pro Opéry? Est-ce que ça a fait évoluer votre vision là-dessus? Est-ce que le match contre la France a fait évoluer votre vision sur cette question? Toi, Christian, en premier. Le problème qui s'est posé ici, je ne sais pas, pour être honnête, je ne me rappelle plus trop, mais je ne pense pas que les deux ont évolué assez longtemps sur le terrain ensemble. Je parle d'Opéry et puis Opéry est rentré à environ 24 minutes précisément. Et donc, Conan a passé le reste du temps sur le terrain. Non, je veux dire, au moment où Opéry sort, est-ce qu'il y en a encore sur le terrain? Au moment où Opéry rentre, pardon. Yeah, parce que je me rappelle non, il n'est pas plus sur le terrain. avoir vu Il n'est plus sur le terrain. Il n'est plus sur le terrain, non? Voilà. Il n'est plus sur le terrain. Donc, voilà. Bon, j'essaie de me rappeler pour voir s'ils ont eu des... Mais bon, vu déjà même le jeu, comment on appelle ça? Mais moi, ce que je disais d'abord, hier, quand vous étiez en train de parler de ça, je dis, et c'est ce que je disais à Ange, tout dépend d'abord de l'animation offensive qui est faite autour de Yann Diomandé, au fait. Parce que comme je le dis, j'ai l'impression qu'en équipe nationale, quand tu le vois jouer, même hier, j'ai dit que j'allais rechercher les séquences où j'ai vu Yann Diomandé jouer avec beaucoup de passes. Des passes en retrait, des passes vers l'axe, mais je n'étais pas trop d'accord avec le fait que... Attends, ta voix se robotise. Vas-y, toi. Attends, je vais... Ouais, là, c'est bon, là, c'est bien. Voilà, concernant Yann Diomandé, voilà, c'est l'animation qui doit se faire autour de lui, en fait. Quand tu vois Leipzig, il te sort 10 passes décisives. D'aucuns diront que c'est à Leipzig, mais tout dépend de ce qui se fait autour de lui, en fait. Quand tu as un latéral, je sais pas trop son nom, c'est Bakou, quoi, qui à chaque fois qu'il y a le ballon qui propose sur le côté, ça permet des dédoublements, en fait. Souvent, même, tu vois, même ce latéral-là, même qui rentre à l'intérieur dans l'espace de réparation. Et qui même après que, je crois, sur l'un des derniers matchs de saison, même de Leipzig, le latéral a même pu inscrire un but. Donc, moi, le fait qu'on dise non, il y a demandé ralentisse le jeu, je ne suis pas trop d'accord. Même en équipe nationale, il y a l'impression même que souvent, tu as l'impression qu'on lui donne la balle et puis on lui dit, OK, vas-y, fais la magie, fais quelque chose, en fait. Il y a personne qui vient, qui vient proposer, qui vient donner une solution une solution de doublement. Et tout ça, c'est des choses qui doivent se faire à l'entraînement parce qu'il faut aussi noter que le jeune, il n'a que, je ne sais pas, peut-être 6-7 matchs avec l'équipe nationale, en fait. Il n'a que 19 ans. Il a une marge de progression qui est énorme. Donc, que ce soit Opéry ou bien Kounan, c'est des trucs qui doivent travailler à l'entraînement, du tout. C'est des trucs qui doivent beaucoup se parler, en fait. Voilà, je pense que c'est des trucs que Amad, ça ne fait pas beaucoup de matchs qu'il joue non plus avec Gela, mais il y a cette entente et il y a cette intelligence. Et puis tout dépend aussi de l'intelligence du jeu, de la personne avec qui tu joues sur le côté, au fait. Mais je pense qu'avec Kounan, si c'est Kounan qui est titulaire, ils doivent beaucoup se parler, au fait. Ils doivent beaucoup, que ce soit pendant le match, que ce soit même avant le match, et tout, créer déjà ces automatismes, même déjà même en dehors même du terrain, pour qu'il y ait cette fluidité-là sur ce côté-là, au fait. Donc tout va dépendre, à mon sens, de l'animation. Que ce soit Conan ou Opéry, il faut vraiment créer ces automatismes. Et avec aussi les milieux de terrain, ils doivent venir proposer des solutions. Là, par exemple, le match contre face à la France, moi, je n'ai pas vu un Adekra beaucoup de crochets pour venir vers Yann demander pour proposer et tout. En fait, je n'ai pas vraiment vu. Pourtant, Adekra, il jouait en soutien de l'attaquant, il jouait un peu en électron libre autour du 9. En fait, je n'ai pas vu ça. En fait, peut-être c'était une première fois qu'on voit Adekra dans cette position. Hein. Mais tout dépend, encore une fois, au risque de me répéter, de l'animation qui est faite autour de ce joueur. Parce que l'animation qu'on voit sur le côté droit n'est pas la même sur le côté gauche, en fait. Quand tu vois l'entente parfaite qu'on a vue avec Sengo, Gila et Amad, et non, lui, Sengo, Gila, Amad, et même Pépé, Nicolas Pépé, et tu te dis que voilà, en fait. Et je pense pas que c'est parce que ces joueurs ont l'habitude aussi de jouer ensemble, mais tout se retrouve aussi dans
dans le mouvement, dans l'intelligence de jeu aussi des joueurs. Donc, j'espère véritablement que le coach, il va essayer de parler à ses joueurs et puis ses joueurs aussi vont essayer entre eux d'essayer de se parler et puis créer ce mouvement. Je n'ai pas vraiment de préférence, j'ai envie de dire, parce que je me dis, même s'il n'y a pas ces automatismes avec Opéry, ça ne va pas servir à grand chose, au fait. Pareil pour Conan. Donc, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Est-ce que je peux rebondir un peu là-dessus? Le sujet est intéressant quand même. Vas-y. Et c'est surtout par rapport à Opéry et Conan. Vas-y. Par rapport au Opéry Conan, moi je pense que Christian aussi il a évoqué un thème qui est très intéressant, l'animation offensive. Pour moi, on peut avoir un latéral défensif qui peut-être va pas monter à portée du surnom sur le côté, mais dans l'animation, par exemple, si on a un milieu de terrain, si jamais on joue dans un 4-3-3 et qu'on a un milieu de terrain, le milieu de terrain déjà, un milieu de terrain peut servir d'appui pour Yann Djomandé. Ben là, moi, vraiment, là où je fais la remarque, c'est Yann Djomandé. Je me dis que, vous savez, dans le football moderne, et dans le football moderne, avant, il y a ce qu'on appelle l'avant-match. Donc, pendant l'avant-match, il y a la préparation, les analyses vidéo, tout et tout. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que l'atout numéro 1 qui sera scruté par tous les médias sur la ligne offensive de la Côte d'Ivoire, c'est Yann Djomandé, parce que c'est celui-là qu'on dira que lui, il a cette capacité de percussion, il est révoltant, il est féroce. Donc, logiquement, il serait étudié de près par tous les différents adversaires, parce que c'est un joueur qui sort du main. Il serait étudié de près ses déplacements, ses mouvements, ses dribbles favoris, sa manière de se comporter avec et sans ballon. Donc, moi, je pense que pour le problème, Yann Djomandé, quand tu sais que tu as attendu, que tu sais que on aura peut-être souvent un plan anti-Yann Djomandé au cours d'un match, je pense que c'est à lui de pouvoir progresser et varier un peu sa manière de jouer, se réinventer. Au fait, moi, c'est ce qui a donné peut-être une longévité à des joueurs tels qu'un Neymar Junior, un Lionel Messi, un Lamine Yamal, malgré tous les plans qu'on met face à eux, ils arrivent quand même à s'en sortir parce qu'ils sont imprévisibles. Ils arrivent à se réinventer au cours d'un match. On le voit même avec le Bayern Munich, quand un Michael Olise est prêt à la culotte, souvent il n'hésite pas à rentrer à l'intérieur. Il n'hésite pas quasiment à laisser le côté rentrer à l'intérieur. Donc moi, je pense que pour le côté Yann Djomandé, il faut qu'il arrive à se réinventer. Mais s'il veut persister dans ses mêmes coups de balle, dans ses mêmes déplacements, dans ses mêmes dribbles, au niveau des dribbles, pour un ailier, c'est une grande panoplie de dribbles. Quand tu vois un Neymar Junior que les adversaires avaient vraiment peur de l'attaquer, c'est parce qu'il n'avait pas qu'une seule manière de dribbler, il avait plusieurs manières de dribbler. Il était imprévisible. Alors que Yann Djomandé, quand il prend ses prises de balles là, c'est cette action qu'il a faite contre la France où il a essayé de rentrer deux joueurs en percussion. À maintes reprises, il a répété ces mêmes actions en équipe nationale ici. Je me souviens face au Burkina, je me souviens aussi face, je ne sais pas si c'était au Kenya, c'est pas un truc comme ça. Il a maintes reprises reproduit ces mêmes dribbles. Alors qu'avant chaque match, il y a des analystes vidéo qui sont là, qui surveillent un peu, de la même manière qu'on analyse les joueurs, où ils vont tirer les tirs au but, c'est quel côté qui est comme ça, un attaquant qui est percutant, on analyse ses déplacements le terrain, ses dribbles favoris. Les défenseurs étudient ça pour l'attendre au tournant. Donc, à lui, soit de se réinventer en termes de dribbles, d'apporter une nouvelle panoplie de dribbles qui feront qu'il sera imprévisible, ou si c'est qu'il est limité en termes de dribbles, à lui maintenant de pouvoir souvent rentrer à l'intérieur. Et puis maintenant, s'il y a un milieu qui est là, peut-être si en jouant en 4-3-3, il apprend à permuter avec le milieu de terrain. Tu vois, il rentre à l'intérieur, le milieu glisse sur le côté, ou bien s'il est sur le côté, le milieu à l'intérieur, il glisse sur l'appui à l'intérieur. Mais je pense que là où on attend Yann Djomandé, c'est qu'il quand même puisse faire les différences sur son côté, malgré qu'il soit pris à 2 ou à 3. Et cela va passer par son cela va dépendre de son imprévisibilité. En fait. S'il arrive à varier sa qualité, sa palette technique de dribble, il va pouvoir prendre à défaut plusieurs défenseurs. Dans le cas contraire, s'il s'entête à rester sur les dribbles qui sont étudiés d'avance avant le match, ça sera très difficile pour lui faire la différence. Mais tu vois, là-dessus, je vais juste placer un mot et répondre à ma propre question. Yeah, quand tu finis, Marc, je vais rebondir un peu sur ce que Adam Safin a dit. Ouais, ça va être rapide de toute façon. Tu vois, je suis d'accord avec toi, Adam. En fait, la solution, elle vient pas que du latéral gauche. Elle va aussi venir effectivement du milieu de terrain et même d'autres secteurs du jeu. Moi, honnêtement, je comptais beaucoup sur Opéry pour apporter une option à ce niveau-là. Moi, le match d'Opéry m'a déçu. Et force est de constater qu'il n'arrive pas en fait à s'affirmer dans cette équipe nationale. Peut-être qu'il y a un problème physique aussi en ce moment, peut-être aussi, etc. Mais je pense que Conan va être très dur à remplacer. Non pas que Conan soit absolument extraordinaire, mais en fait... Attends, Comment? Tu parles de quelle rencontre? La rencontre contre l'équipe de France. Tu as été déçu pour Opéry? Moi, j'ai trouvé que Opéry avait... ce que j'aime bien chez Opéry, c'est qu'il est entreprenant offensivement. Okay, donc là, il a entrepris donc, de venir participer au jeu, etc. Mais j'ai trouvé... C'est même trouvé dans la phase de réparation. C'est vrai. Mais tu vois,
j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait quand même beaucoup de déchets techniques dans sa manière de jouer. D'ailleurs, tu le vois dans les stats. Hein. C'est l'un de ceux qui ont dans la précision de leur passe, par exemple, un des moins bons ratios. Et pourtant, il n'a pas joué longtemps. Il n'a joué que 22 minutes. Et en 22 minutes, il n'a pas apporté en fait de la propreté au jeu. Il a apporté de la volonté, tu vois, de l'enthousiasme, etc. Un peu comme, par exemple, pour caricaturer un peu, comme, même pas d'Akité, effectivement, mais même par exemple Hassan Kamara. Quand Hassan Kamara rentre contre le Burundi, bon, il est chaud, etc. Mais il ne produit rien finalement parce que exactement. Alors je dis pas que Opéry est aussi brouillon que Hassan Kamara. Non, c'est un joueur qui est quand même assez propre, mais il n'en a pas fait assez pour remettre en question la présence de Conan. Donc, je pense qu'on va écarter cette option. Par contre, et là, je suis d'accord avec Adams, la solution peut venir du côté gauche. Alors, malheureusement, on ne l'a pas vu jouer ensemble contre la France, mais la présence de Inao Oulay, selon moi, est indispensable au rayonnement de Yann Diomandé. Dans la zone de Yann, on avait un peu de Caissier, un peu de Seko par moment. Ce sont notamment Seko, par exemple, c'est un joueur qui ne joue jamais avec Yann Diomandé. C'est pas compliqué. Oui, il le sert, il lui donne la balle et qui lui dit bon, ben, débrouille-toi, mais il ne va pas. C'est ça. Seko ne va pas combiner avec Yann Diomandé. Et c'est un problème. En fait, lorsque Yann Diomandé reçoit le ballon, il n'appelle pas dans l'espace, il attend de recevoir le ballon. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait un milieu qui vienne proposer une solution de combinaison. Et pour moi, le seul milieu qui est capable de faire ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans la liste des 26, c'est Inao Oulay. Une chance d'ailleurs, Inao Oulay penche vers la gauche, donc il est proche de la zone de Yann Diomandé. Donc c'est là en fait qu'il faut que des automatismes se créent. Ils n'ont pas souvent joué ensemble. Ce sont deux joueurs qui sont tout récents en équipe nationale. Mais c'est là qu'il va falloir que ça travaille pour que les 1-2 se fassent, pour que Yann Diomandé en fait, puisse trouver un point d'appui avec Inao. Deuxième option, moi je le dis, je le redis, la solution, c'est le point d'appui que va donner Antoine Boni. Antoine Boni doit être titulaire dans cette équipe. Il doit servir de point d'appui, de pivot. La chance en plus, c'est que Antoine Boni à l'Inter penche vers la gauche, donc vers la zone de Yann Diomandé. Bon, c'est parfait. Avec ces deux joueurs-là, avec Inao et Antoine Boni, je pense que Yann Diomandé a ce qu'il faut pour pouvoir s'appuyer. Mais je suis d'accord que s'il ne se base que sur ses dribbles, très clairement, contre l'Équateur et contre l'Allemagne, il va se trouver en face de plans anti-Diomandé et ce qu'il a connu, les murs sur lesquels il s'est heurté pendant la CAN, face à l'Égypte, face au Cameroun, etc. Il va les trouver, mais puissance 10 à la Coupe du Monde. Donc, s'il veut faire une bonne Coupe du Monde, c'est sûr qu'il faut qu'il joue avec ses coéquipiers. Sans se renier, le jeu de Yann Diomandé, c'est le dribble, etc. Et donc, il faut absolument qu'il joue dans son registre. Mais il faut qu'il s'appuie davantage, comme il le fait à Leipzig. J'ai oublié le nom du latéral dont tu parlais tout à l'heure. Là. Bakou, je crois, un truc comme ça. En tout cas. Voilà, il le fait très très bien avec ses coéquipiers à Leipzig. Bon, ben, il faut qu'il effectivement qu'il s'adapte et qu'il joue davantage en équipe, davantage dans le jeu avec l'équipe nationale. Moi, je pense que c'est que Marc a dit, il a fait une analyse. Moi, je pense que Yann Diomandé, il est obligé, c'est une obligation pour lui aujourd'hui de se réinventer footballistiquement par exemple. Parce que quand tu vois un club tel que Liverpool veut miser plus de 100 millions sur toi, ou bien le Paris Saint-Germain veut miser plus de 100 millions sur toi, c'est parce qu'ils ont repéré tes qualités de percussion, tes qualités d'élimination dont ils auront besoin lorsque tu seras avec eux, pour dire que tu n'es plus un joueur lambda qui va venir surprendre. Aujourd'hui, tu peux plus surprendre. Tu es dans la même classe que Mbappé au lycée, on t'attend au tournant. Il va falloir te réinventer. Si tu réussis à te réinventer, tu vas avoir une longévité sur le terrain. Regardez Jérémy Doku. Malgré qu'on sait qu'il est virevoltant, il est percutant, on peut mettre 2-3 adversaires sur lui, mais il arrive quand même à s'en sortir, à dribbler, à rester dans son registre. C'est là que Yann Diomandé doit progresser. Et cela passe par la variation des dribbles. Quand tu vois une Lamine Yamal aujourd'hui, mais Lamine Yamal, on peut mettre 3 joueurs sur lui, mais il arrive à s'en sortir. Aujourd'hui, on achète Yann Diomandé là. Si tu vois les clubs qui se bousculent pour Yann Diomandé, c'est parce qu'ils sont à la recherche d'un élite virevoltant, percutant, véloce, capable de faire des différences sur son côté. Et cela va passer par une panoplie de dribbles qui sera vraiment variée. S'il reste sur ces mêmes dribbles-là, il ne va pas pouvoir se réinventer au football et il sera contré parce que à chaque match aujourd'hui, on analyse les points forts et les points faibles de l'adversaire. Même les gardiens aujourd'hui ont cette fameuse tendance-là à avoir des serviettes où ils mettent les différentes directions, les tireurs vont tirer au cas où il y a un pénalty. Pour dire qu'aucun joueur sur le terrain n'est épargné. D'autant plus que c'est un joueur qui a une réelle couverture médiatique. Tout le monde parle de lui. Il sera très attendu. Les défenseurs qui vont jouer contre lui aussi
ça serait un challenge de faire front à lui. C'est à lui maintenant de sortir quelque chose que personne n'a vu, personne n'attend de lui. S'il n'arrive pas à le faire, ils vont toujours le marquer. Quand il voit Lamine Yamal face à l'Inter, à l'aller, il a fait mal. Au retour, il y a rien plan anti-Yamal, mais il a fait mal encore. Il a su se réinventer. Quand tu vois un Neymar, les adversaires ont peur de l'attaquer. C'est parce qu'il est imprévisible. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On a tout essayé, mais il n'y a aucune solution pour lui. Quand tu vois Lionel Messi, malgré tout ce que tu fais, il arrive à s'en sortir. Les gens ont fini pour le laisser comme ça. Donc, pour dire que Yann aussi, il sera attendu dans ce tournoi, à lui de quand même être capable de s'en sortir, même s'il y a 3 adversaires sur lui. Maintenant, moi, je pense que le côté Diallo ne sera pas attendu au même titre que Yann Diomandé. Donc, il aura cette ligne. Il veut s'en sortir dans ce mondial-là. Et dans le haut niveau, il va falloir qu'il travaille encore techniquement. Ok. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Je voulais renchérir sur ce que vous avez dit effectivement concernant Yann Diomandé. Mais avant de renchérir, je voulais dire aussi une chose. C'est qu'il faudrait qu'on sache aussi que le jeune, il n'a que 19 ans. Voilà. Il a une marge de progression qui est énorme. Il continue d'apprendre. Ça fait à peine 1 an qu'il est au haut niveau. C'est sa première saison, comment on appelle ça, en première division. Voilà. Donc, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à corriger. Maintenant, revenons à son jeu. Effectivement, je pense qu'effectivement, il doit essayer de varier un peu son jeu. Voilà. Surtout, essayer de prendre l'intérieur plus souvent, surtout en équipe nationale. Désormais, je trouve qu'avec la c'est quelque chose qui fait énormément. Là, j'ai encore en tête l'illustration, son but face au Kenya, je crois que c'était au stade Félix Houphouët-Boigny, où il rentre carrément, il élimine son vis-à-vis et puis il performe dans l'axe et puis après il frappe. Voilà, ce genre de choses. Il faudrait qu'il arrête nécessairement de longer la ligne, au fait. Et comme Adams l'a dit, il n'est plus une personne lambda, au fait. C'est clair, il y aura des plans anti-Yann Diomandé, au fait. On ne va pas se mentir, au fait. Voilà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est la tour offensive numéro 1 de la Côte d'Ivoire, au fait. Donc, tous les plans seront mis contre lui. Et on l'a vu face à l'Égypte. Les gars ont mis un plan contre lui. Et ça marchait. Parce que le mec, il ne restait que sur son côté droit. Moi, je n'ai jamais vu Yann essayer de chercher à venir à l'intérieur, essayer de varier un peu son jeu. Il était toujours là à allonger la ligne et puis à attendre la balle là-bas et puis à chercher à dribbler. Et mais si vous avez remarqué, à chaque fois que le mec là avec la balle là, il y avait déjà au moins 2 échecs sur lui, en fait. C'est pour ça qu'on ne le voyait plus. C'est pour ça qu'on ne le voyait plus, en fait. Et ça, là, contre les trois aux Équatoriens qui sont des solides gaillards, qui sont prêts physiquement. Attends, tu vois, affaire au Kinka-Pierre, Pacho, Ordonez et consorts, c'est des gars, mais attends, ils vont te. Vous avez vu comment Fofana l'a bousculé. Non, c'est Fofana, non, Konaté, pardon. Quand il a bousculé, ça fait le coup, mais les Équatoriens sont plus solides que ça, en fait. Avec un milieu encore plus solide et qui sera densifié. Après, ça valait un carton, hein. Ça valait un carton, honnêtement. Oui, effectivement, parce que le gars n'a pas joué la balle du tout. En fait, je n'ai pas compris pourquoi la bille n'a pas sifflé la faute. Il y avait faute, effectivement. Mais bon, pour dire qu'il va faire face à une concurrence vraiment coriace, à des joueurs qui sont dus sur l'homme, à des joueurs qui ont l'habitude d'aller au contact. Et donc, s'il veut rester là, faire ses petits chichis sur le côté là, ça ne va pas marcher, en fait. Ça ne va pas marcher. Et là, je suis obligé de donner raison à Hans, malheureusement. Donc, il va falloir vraiment qu'il essaie de se réinventer au milieu des terrains, essayer de boucher dans les dribbles, dans les positions, dans les doublements et tout ça. Sinon, il ne va pas s'en sortir. Il doit savoir que les gens l'attendent au tournant, en fait. Tout le monde va l'attendre, que ce soit face à l'Allemagne, que ce soit face à l'Équateur. Les conscients de cela, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Bon, moi, je trouve que on sent quand même très exigeants. Quand vous prenez le côté de Ahmad, mais son côté est beaucoup fourni. Mais c'est pas la même chose. Moi, je vois Yann demander de jouer avec l'équipe nationale. Son côté là, qui le pôle? Il est toujours seul. Il n'y a pas de jeu autour de lui. Ah, c'est ça qu'on dit. Justement, il faut Donc, quand il prend la balle, il est toujours seul. Parfois même, il s'arrête même. Il fait ses mains comme ça. Donc, il est seul. Donc, il est seul. Il y a aussi ça. Il y a aussi ce problème-là. Et puis, vous oubliez aussi qu'ici, là, en Allemagne, il n'a jamais joué. C'est rare qu'il joue de l'autre côté. Son poste, c'est du côté gauche, chose. Et puis, quand il y a le gouvernement à la balle, il y a toujours 3 joueurs, il y a toujours de collègues auprès de lui. C'est ça, il évolue. Mais à l'équipe nationale, il est tout en seul. Moi, je trouve que c'est la qui va mettre un système sur lui. Monsieur et c'est ce que je disais tout tantôt là. Quand je disais que souvent j'ai l'impression aussi qu'on lui donne la balle et puis on attend à ce qu'il fasse la magie, au fait. Il n'y a plus de proposition aussi, au fait. On regarde, on dit, bon, c'est toi, Yann Diomandé, et puis il faut faire quelque chose, au fait. Donc, il y a tout ça qui est là. Donc, il est encore jeune, il faut qu'on soit patient. Et il va travailler ça mentalement. Tout le monde regarde, c'est vrai, quand tu es nommé, tu deviens en public aux yeux de tous les adversaires, c'est vrai, les gens étudient ta manière de jouer,
Mais moi, je trouve qu'à l'équipe nationale, il n'a même pas fait même le quart même de son talent. Il n'a rien à quoi jouer. Le gros problème, c'est qu'il faut que les gars mettent un système autour de lui et puis ensemble, ils vont évoluer. Donc, c'est un peu ça. Ok, Ange, je veux dire quelque chose. J'ai l'impression que quelqu'un avait déjà Je vais encore parler, ta vas-y. main. Tu finis, lui va. Joël va Ok. parler. Vas-y. C'est quoi le sujet en fait déjà? Moi, je peux poser la question. On doit tout te dire. C'est savoir en fait, est-ce que le match la question initiale, c'est est-ce que le match face à l'équipe de France a fait évoluer ta vision par rapport à la capacité des deux latéraux, donc Conan ou Opéry, à bien faire jouer Yann Diomandé. Ça c'est la question initiale. Ok, donc qui de Conan ou de Opéry ferait le mieux jouer Yann Diomandé. Le deuxième volet, c'est comment faire en sorte que Yann Diomandé joue mieux, mettons, soit plus efficace en équipe nationale. Ok. Bon, c'est une très belle question, mais de toute façon, moi, ma réponse, c'est pas pour. Je veux dire, je suis pas marié à Yann Diomandé, quoi. Tu vois, non. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui êtes vraiment scotché à lui. Moi, je suis pas. Même à Dengra, moi, je suis pour Dengra, mais vous voyez que dans mes 11 de départ, parfois je le mets pas, parfois je le mets, voilà. Je veux dire que on a un système. Yann Diomandé, c'est très bien que quand il a la balle, il aspire 2-3 défenseurs. Mais est-ce que c'est le premier joueur en sélection ou bien dans les clubs là à aspirer 2-3 joueurs quand il a la balle? Donc, quelle est la solution quand on aspire, quand tu as la balle et que tu aspires 2-3 défenseurs? Quelle est la solution? Quel genre de solution ces joueurs-là mettent en place? C'est de libérer la balle. C'est tout. C'est de libérer la balle le plus rapidement possible. Ce qu'il ne fait pas. Si tu aspires 2 défenseurs, même quand tu es Messi, que tu aspires 2 défenseurs, 2-3 défenseurs, tu peux dribbler 1, 2. C'est pas toujours évident que tu arrives à te défaire en fait de 2-3 personnes. Et le temps de te défaire de 2-3 personnes, les gens se sont déjà regroupés en défense. C'est ça le problème de Yann Diomandé. Tout à l'heure, j'ai écouté Adams, son analyse aussi est correcte. Mais je pense que c'est pas forcément une question de variation de jeu en fait. C'est soit une question de positionnement ou bien de consigne directe. C'est-à-dire que ce même Yann Diomandé là, si tu le mets en 10 ou en 9,5 que tu lui donnes les consignes, s'il arrive à aspirer 2-3 personnes dans l'axe, mais ça va libérer de l'espace. Donc, c'est-à-dire la consigne, c'est que quand il aspire, dès qu'il a la balle, il y a 2-3 personnes qui viennent sur lui. La consigne à lui donner, c'est de libérer la balle, en fait. C'est tout. Maintenant, s'il n'a pas d'option, parce qu'il peut arriver, tu en attaques, voilà, il n'y a personne autour de toi, bon, voilà. S'il n'a pas d'option, dans ce cas-là, il fonce. Il fait ce qu'il sait bien faire, parce qu'il sait dribbler. Voilà, le problème, c'est que généralement, il n'a pas de solution autour de lui, en fait. C'est ça qu'on parle. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que. Bon, après, je ne vais pas le comparer à Messi ou bien à comment il s'appelle le petit, là, Barcelonais, là. Yamal. Mais je vais dire, même si. Je pense qu'il a le même talent que Yamal. Hein. Voilà. Pour moi, hein, voilà. Qu'est-ce que Yamal fait? Quand il a la balle, mais regardez Yamal jouer. Il ne cherche pas tout le temps à dribbler. Quand il a la balle, il fait la passe. Quand il a la balle, il fait la passe. C'est-à-dire, dès qu'il aspire 2 joueurs, c'est déjà un gain pour l'équipe. En fait, il faut voir ça en termes de. Comment dire ça? C'est en termes de stratégie globale pour l'équipe. Pas en termes de Yann Diomandé peut se passer et dribbler 2 ou 3 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dès qu'il reçoit la balle, mais regardez les 2 buts qu'on a marqués. Tous les 2 buts là, c'est des combinaisons j'ai écrit ça tout à l'heure, mais c'est des combinaisons 1-2, une touche, 2 touches, la passe, une touche, la passe. Le seul gars qui a touché sur le deuxième, le seul gars qui a touché plus la balle 2 fois, c'était Pépé. Mais Pépé, c'est aussi dribbler que Yann Diomandé. En sélection, on a eu plein de gars qui savaient vraiment dribbler, aussi que Yann Diomandé, mais je dirais même mieux que Yann Diomandé. Mais est-ce qu'il conservait autant la balle? Non, c'est Yann Diomandé là. Il est jeune. Ça, c'est une belle excuse en fait. Je ne vais pas dire que c'est mauvais. Il est jeune, donc il commet des erreurs. On est plus exigeant avec lui. On ne devrait pas. Donc c'est pourquoi moi je propose que sa place là, soit il suit les consignes, quand on le met sur le terrain, soit on le met sur les bancs. Quand on va le mettre sur les bancs, on va lui accorder de 20 à 30 minutes quand il va rentrer. Il va rentrer quand les autres sont fatigués. Ça, on a déjà proposé ceci. Nelo et moi, on a déjà proposé ceci. Bon, vous avez rejeté. C'est une bonne solution. Ou bien la solution de M. Askia, mais cette solution-là gâche en fait tout le système qui est en place. Voilà. La troisième solution, c'est de repositionner ce Yann Diomandé. Là, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est de repositionner ce Yann Diomandé, soit en 9,5 ou en 10, c'est-à-dire là où Pépé joue là. Voilà. Quand Pépé rentre là où il joue là. Amad est sur le côté droit. Et Yann Diomandé, et quand on le repositionne sur ce flanc-là en 9 ou 10,
La contrainte d'être 9 ou 10 là, 9 et demi, pardon, ou 10, c'est de faire la passe. C'est une contrainte en fait. Quand tu es meneur de jeu, ta contrainte, number one, c'est pas de dribbler, en fait, c'est de faire la passe, de créer des ouvertures pour les autres. Donc, ça va faire évoluer son jeu. Yann Diomandé est bon, mais ce qu'il est en train d'éprouver en équipe nationale là, c'est moyen. Il faut avoir le courage de le lui dire. On peut pas avoir, je termine rapidement, on peut pas avoir un Yann Diomandé, on peut pas avoir un joueur qui a un rendement moyen, mais à chaque fois on essaie de lui trouver des excuses. On dit que Conan ne combine pas bien avec lui. Mais c'est le même Conan qui combinait bien avec Adingra pendant la CAN 2023. C'est ce même Conan qui combine bien avec Bazou. Donc ce Yann Diomandé ne peut pas avoir des problèmes avec tout le monde et il va être simplement, simplement s'en sortir indemne. Alors, je pense que voilà, il faut juste, je pense que c'est fini de parler. Ah. Mais honnêtement, les questions qu'on se pose là, c'est symptomatique d'une équipe qui est qui marche très très bien en ce moment. En fait, là, comme a dit, je crois que c'est, j'ai oublié. En tout cas, il y a un intervenant tout à l'heure qui a dit un truc qui est très vrai, c'est qu'on est très 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 exigeant. Pourquoi on est très exigeant? C'est parce que le standard est déjà très haut. Pourquoi on considère que le côté gauche ne marche pas bien? C'est parce que en miroir, le côté droit marche vraiment très 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 bien. Honnêtement, les 2 buts que le côté droit nous a fait marquer hier, parce que ce sont les acteurs du côté droit qui sont à l'origine et à la conclusion des 2 buts contre la France. Le côté droit est hyper performant en ce moment. Et ce qu'on constate, c'est que sur les 7 tirs que nous avons eus contre la France, aucun n'est venu de combinaison venant de la gauche. Il y en a 4 qui sont venus de combinaison venant de la droite. Voilà, le constat est là. Donc, le débat que nous sommes en train d'avoir, c'est vraiment un débat de riches. C'est une discussion en fait de gens sur une équipe qui a placé vraiment la barre très haute. Parce qu'encore une fois, si on prend le match de Diomandé en lui-même, là, c'est-à-dire si on regarde de manière objective les chiffres, Yann Diomandé est la 3e note de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est l'un des joueurs sur le terrain, si tu mets ensemble les 2 équipes, l'un des joueurs sur le terrain qui a les meilleures stats. Il a fait un très bon match individuel. On estime juste qu'il ne s'insère pas suffisamment dans le jeu collectif. Donc on est extrêmement exigeant en ce moment. Hein. On n'est pas en train de parler de quelque chose de fondamental ou quoi. On est vraiment très 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 exigeant. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que l'équipe nationale évolue à un niveau très élevé en ce moment et qu'on en attend vraiment des merveilles en fait. Joël, tu voulais intervenir, tu voulais dire quelque chose? Effectivement, mais je pense que ça a été peut-être dit tout à l'heure quand je parlais, il a évoqué un point qui est très important, c'est à ne pas ignorer les consignes. Parce que je crois bien que les joueurs sur le terrain, ils s'en tiennent d'abord aux consignes du coach. On est d'accord. Donc, vous voyez un gars comme Diomandé, si vous le prenez Diomandé en équipe nationale, vs Diomandé en club à Leipzig, vous voyez que c'est 2 registres carrément différents. D'abord, à Leipzig, il évolue sur le côté droit, pendant que le côté gauche, il est pris par son coéquipier Moussa. En équipe nationale, il évolue sur le côté gauche, pendant que sur l'autre aile, on a souvent soit peut-être Amadou consort. Donc déjà là, il y a peut-être un petit souci. Mais Yann, déjà, il pense que son repositionnement en équipe nationale est dû à son impact. C'est-à-dire que c'est une personne qui, s'il a la balle, il ne se retourne pas, il est un peu comme Jérémy Doku, en fait, il ne se retourne pas. Lui, c'est d'abord l'avant qui l'intéresse. Et je pense qu'il n'a pas toute cette liberté-là, en fait. C'est pourquoi je pense que tous les autres joueurs en griffe s'en remettent qu'à lui, parce qu'ils se disent que voilà, il a cette capacité à faire la différence, à évoluer le jeu, à porter le jeu de l'avant et à faire quand même quelque chose qui pourrait créer des actions de but. Mais ça peut être vrai dans la mesure où il est épaulé. Comme tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il n'y a pas de proposition à proprement dit lorsque Yann Diomandé a le ballon. Les gens ne proposent pas. C'est-à-dire que chacun court se placer quelque part en espérant qu'il fasse la différence et qu'il vienne les rejoindre. En tout cas, ça, c'est pas le foot. Ça, c'est pas le foot. Vous voyez un gars comme Varachkilia ou bien un gars comme Luis Diaz. Luis Diaz, il est toujours sur son côté, il ne bouge pas. Hein. Luis Diaz, il est toujours sur son flanc. Lorsque la balle arrive, il se projette immédiatement, il fait ce qu'il a à faire, ça crée des actions de but. Yann Diomandé est un joueur de cette trempe-là. C'est-à-dire qu'il peut être fixé sur son aile, comme Vinicius Junior, là, il est fixé sur son aile. Lorsque la balle vient, il a cette capacité de faire la différence. Mais moi, je crois que ce que nous voyons, la production que Yann Diomandé nous donne, est juste le résultat des consignes qu'il reçoit des Mess Faye. Si Mess Faye lui dit évolue dans tel registre, il est obligé de le faire simplement. Il ne peut pas créer, ne peut pas faire d'autres alternatives.
en dehors de ce que le coach lui demande de faire. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau aussi, on doit quand même essayer de, quand même, c'est pas d'être, comment on dit ça déjà, c'est pas d'être, c'est-à-dire du genre, c'est pas comment on le dit. Bref, Critiquer. une façon de dire que, en fait, Yann Diomandé, c'est un joueur d'élite, c'est déjà un joueur d'élite, et on est tous ici unanimes que il est le seul aujourd'hui en Côte d'Ivoire a fait une différence notable. La preuve en est, il était le 3e meilleur dribbleur de tous les championnats lorsqu'ils ont fait leur classement. Il était le 3e meilleur dribbleur. On avait dit qu'il a cette capacité, il a cette âne-là, mais il n'est pas accompagné. Il n'y a pas des personnes qui savent, c'est-à-dire que, comme tout à l'heure, ils ont dit, proposer, dédoubler avec lui. Il a besoin de joueurs pour combiner, pour faire des dédoublements, mais chacun est fixé, est fixé sur son poste, sur son rôle à jouer. Tout à l'heure, il y a l'autre qui disait que avec un Inyao Chris, mais effectivement, moi je suis d'accord, Inyao Chris c'est quelqu'un, il joue entre les espaces, il joue entre les lignes, voilà, il joue entre les espaces. Yann Diomandé a besoin de joueurs de ce type-là. Des personnes qui peuvent jouer entre les espaces, qui tournent un peu la balle, qui se placent, qui lui donnent la balle, il leur redonne, et puis ils évoluent en fait. Mais s'il n'y a pas ce genre de personnes, bon, normalement, il doit le faire avec son latéral, Ghislain Collin, voire Opéry. Mais s'ils ne le font pas, bon, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Moi, je ne crois pas que voilà. Donc, il fait ce qu'il peut faire. Et puis, bon, on avance. De toutes les façons, le plus important, c'est de gagner. Si on a gagné, bon, oui, on est d'accord, on est content, même si ce n'est pas avec la manière, mais on critique quand même, comment on appelle ça, le jeu pour amener de l'amélioration. Mais il faudrait qu'on prenne certaines choses en considération pour ne pas quand même blâmer le joueur. Moi, je pense que Diomandé, c'est quelqu'un qui a besoin d'appui. Et personne ne lui donne ses appuis dont il a besoin. Donc, il est obligé voilà, de faire ce qu'il peut faire pour avancer. Tout à l'heure, l'autre disait qu'il doit se réinventer, effectivement. Diomandé doit se réinventer dans la mesure où il a besoin d'un appui. C'est ça que c'est ce que moi j'appellerais une réinventation pour lui. Voilà, c'est-à-dire que des personnes qui viennent en appui de Diomandé, comme par exemple Wally l'a fait avec Pépé, pour que Pépé puisse finalement servir, comment il s'appelle, Gueule Doué. C'est ça, en fait, il décroche, il donne, l'autre, mais il n'y a personne lorsque Diomandé a la balle, vous-même regardez. Tout le monde est fixe, tout le monde est arrêté, personne ne vient tendre la main à Diomandé sur là et donne la balle. Donc, vous voulez qu'il fasse quoi? Il est obligé de jouer en retrait, soit souvent la plupart des joueurs en retrait avec Ronan pour que peut-être ça aille ailleurs, ou bien il essaie peut-être de faire la différence pour avancer. Donc, au moment là, moi, je ne peux pas vraiment blâmer le joueur parce que je crois qu'il s'en tient aux consignes du coach, il s'en tient à la stratégie définie par le staff, par le coach. Donc, voilà, il rentre dans ce registre-là. Sinon, vous tous ici, vous savez qui est Yann Diomandé à Leipzig. Vous savez. Et ce n'est pas anodin si aujourd'hui, tous les grands clubs d'Europe veulent se l'arracher, à l'image du PSG, du Liverpool et consorts. Ce n'est pas vraiment anodin. Donc, il faudrait vraiment essayer nous-mêmes déjà de remettre nos systèmes que nous avons mis en place autour de, comment il s'appelle déjà, de Yann Diomandé. C'est-à-dire que si l'équipe est formée autour de sa force, de sa capacité, ça peut marcher. Mais si, bon, c'est une question d'électrons libres pour tout le monde, bon, je pense que là aussi, bon, on sera toujours dans ce même problème-là. Donc, c'est un peu ce que moi je voulais dire. Je pense que Yann Diomandé est percutant, il a besoin de soutien pour combiner, pour aller de l'avant. Mais toutefois, ne disons pas que c'est quelqu'un qui ralentit. Oui, c'est vrai. Parfois, quand le regarde jouer en équipe nationale, on a l'impression qu'il ralentit le jeu. Mais à Leipzig, c'est carrément une autre trempe, c'est une autre palette technique. Vraiment, c'est un autre système de jeu. Donc, voilà, il y a tout ça à prendre en considération avant de comment juger le joueur. C'est un peu ce que moi je voulais dire. Quoi. Okay. Merci. Très belle intervention. Moi, je vais avoir une question. À moins que tu en aies une. Non, vas-y. Non, il y a Adams qui veut intervenir. Si tu peux poser la question. Go. Ok, moi, je pense que le cas Yann Diomandé, c'est à deux volets. Sur le plan collectif, c'est vrai, un allié souvent a besoin d'un appui au cas où il n'arrive pas à faire la différence individuellement, soit un appui à l'intérieur du jeu pour peut-être libérer le ballon et faire avancer le jeu. Ça, c'est dans l'esprit de jeu collectif. Maintenant, individuellement, est-ce que vous entendez Adam? On t'a perdu, Adam. Hein? Vous m'entendez? Ouais, là, on t'entend mieux. Ok, donc je disais que individuellement. Donc je voudrais dire que individuellement, si on te demande qui est Yann Diomandé, ils vont te décrire que Yann Diomandé est un joueur percutant, virevoltant, un grand dribbleur, celui-là qui est capable de pouvoir éliminer des adversaires et de déborder de la plus belle des manières. Et tous les grands clubs de le dire, c'est pas qu'on va le dire, mais c'est un constat. Voilà. C'est un constat. C'est un constat. Donc, pour dire que toutes les grandes équipes aujourd'hui veulent Yann Diomandé principalement pour ses qualités de percussion, de débordement, de dribble, de centre. Pour moi, quand tu prends la définition d'un ailier, c'est ce joueur-là qui est capable d'être sur l'aile, dribbler et apporter des centres dans la surface. Ça, c'est sa première fonction. Je suis d'accord. Ouais. D'accord, je continue pour dire que
collectivement, je suis d'accord avec ceux qui pensent que Yann Diomandé a besoin d'un soutien pour pouvoir, au cas où il n'arrive pas à partir de son côté, s'appuyer sur ce dernier et puis faire avancer le jeu. Mais moi, j'attends beaucoup de Yann Diomandé individuellement. Ça s'impose à lui. Parce que quand on ne peut pas avoir un Yann Diomandé dans notre équipe et puis ne pas être dangereux sur l'aile. Qui dit être dangereux sur l'aile dit avoir un élément capable de déchirer une défense par la percussion, par le dribble. Aujourd'hui, Yann Diomandé doit tirer son épingle du jeu, doit être capable d'apporter ce danger, comme un Jérémy Doku le fait si bien avec la Belgique, comme il le fait si bien avec Manchester City. Tu ne peux pas être payé à 100 millions d'euros ou peut-être à 120 millions d'euros, arriver dans une équipe et puis ne pas être le leader d'attaque, le leader technique de l'attaque. Quand tu seras payé à 100 millions ou 120 millions, il aura beaucoup d'attentes sur toi. Tu seras celui-là qui sera critiqué lorsque l'animation offensive sera mauvaise. Tu seras celui-là qui sera attendu à tirer l'équipe vers le haut, à être le leader technique de l'équipe. Et ça ne sera pas une chose facile parce que tu seras attendu au tournant par tous les adversaires. C'est ce que c'est en train de dire que Yann Diomandé doit se réinventer dans sa panoplie de dribble, dans sa capacité d'élimination. S'il reste toujours ce crochet intérieur, crochet extérieur, il sera toujours prévisible. Tant qu'il n'arrive pas à faire ça, même s'il achète à 200 millions. Là, je suis d'accord aussi. Là, c'est clair, moi, je suis d'accord. Mais là, tant qu'il est payé à 200 millions par là au Paris Saint-Germain, tu penses que les adversaires qui vont jouer face au Paris vont regarder tous ces skills qu'il fait face avec Leipzig, avec la Côte d'Ivoire. On sait comment il dribble. Il a attendu. Si Yann Diomandé n'arrive pas à avoir cette capacité à dribbler là au Paris Saint-Germain, les gens vont dire que non, Yann Diomandé, c'est plus ce joueur virevoltant. Même s'il arrive à rentrer dans un esprit de jeu collectif, qui fait la passe en arrière et joue avec les autres, mais qui n'arrive pas à faire autant de dribbles, dans un match, autant de différences de son côté, ils vont dire que Yann Diomandé n'est plus ce joueur percutant, virevoltant, parce que quand les supporters du Paris Saint-Germain attendent Yann Diomandé, c'est pour le voir en train de déstabiliser des blocs défensifs par le dribble. Et ça, qu'il sache qu'il n'est plus amené à avoir un contre 1 maintenant, il sera toujours en 3 contre 1. Et c'est là que je prends exemple sur des joueurs comme Neymar. Quand tu vois un Neymar sur l'aile, Neymar, il appelle l'adversaire, viens me chercher, viens attaquer. Mais l'adversaire recule. Parce que l'adversaire sait que Neymar n'est pas un joueur lambda, il n'a pas qu'une seule panoplie de dribble. Il peut te faire des choses à tout moment. Et c'est à cela qu'il y a du moyen de progresser. Aujourd'hui, quand tu prends Jérémy Doku, ça fait plusieurs années que tout le monde connaît Jérémy Doku, mais malgré ça, il est dans le top 2 des meilleurs dribbleurs parce qu'il arrive à se réinventer dans les dribbles. Il est très bon dans les dribbles. Mais Yann Diomandé, moi j'ai remarqué que ces dribbles-là, je n'ai pas encore vu, je n'ai jamais vu Yann Diomandé faire une virgule. Je n'ai jamais vu Yann Diomandé faire des passements des jambes élastiques. Il est toujours dans ses crochets, double contact. Mais ça devient prévisible. Tu ne peux pas aspirer à avoir une longévité au haut niveau, surtout en termes d'ailier, sans te réinventer dans les dribbles. Pour moi, même quand je prends un Jérémy Boga, je trouve que Jérémy Boga, qui est sous-côté là, a une grande palette technique de dribble qu'Yann Diomandé, parce qu'il a fait surtout beaucoup de gestes techniques que jusqu'à aujourd'hui, Yann Diomandé lui laisse ma fin, en fait. Donc, s'il n'arrive pas à se réinventer, sur cette Coupe du Monde-là, il ne va pas s'en sortir individuellement. Excuse-moi, je vais revenir sur quelque chose rapidement. Bon, à la fin de ton discours, je ne suis pas trop d'accord parce que les joueurs, déjà, sachant que chaque joueur a son talent et a sa palette technique. Voilà, donc on ne peut pas vouloir quelqu'un qui passe son temps à faire peut-être double contact bien couché. Voilà, parce que ce n'est pas tous les joueurs qui font serpent, comme on le dit, flip-flap, ou bien qui font des sombreros. Non. Chacun a sa stratégie de dribble. Donc, je pense que, bon, peut-être lui, il peut évoluer et il va évoluer parce qu'il est encore déjà très jeune. Et maintenant qu'il est en train de, voilà, de devenir ce joueur qui sera peut-être demain incontournable mondialement. Mais pour l'heure, je crois qu'il joue déjà très bien son rôle et puis il le fait très bien. Seulement que peut-être ne pas accepter sa façon de jouer là, c'est une autre chose. Sinon, je ne crois vraiment pas que, voilà, la trempe de Diomandé, franchement, Boga ne l'a pas. Je ne vois même pas un joueur ivoirien qu'il a. Voilà, il ne voit pas un joueur ivoirien qui peut faire ce que Yann Diomandé lui fait. Franchement, hein, moi personnellement, c'est personnel à moi. Je ne vois pas, et quand je regarde toute la liste, je ne vois pas quelqu'un de cette trempe-là. Seulement que, comme j'ai dit là, aujourd'hui, tout à l'heure, je disais que j'étais d'accord avec ton intervention. Pourquoi? Parce que, effectivement, le rôle d'un ailier, c'est d'avancer, dribbler, centrer. Mais avec ce football moderne, les ailiers se sont réinventés. À l'image de Cristiano Ronaldo, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut percuter, centrer, rentrer dans l'axe marqué et tout. Mais le plus important, c'est de rester dans son registre de jeu. Et déjà là, Diomandé, il a compris. Rester dans son registre de jeu. Et puis plus tard, améliorer pour évoluer. Moi, je crois que c'est quelque chose qui se fera. Mais sur le tas, là, maintenant, à la Coupe du Monde, il ne peut pas aller faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. Ou bien qu'il ne peut pas faire. Parce que là encore, ça va plus terminer son image. Ce qu'il s'est déjà fait, qu'il le fasse. Ça, c'est la base. Voilà. C'est-à-dire que ce que tu sais faire, fais-le. Et au fur et à mesure, ça viendra. Mais essayer de l'emmener à un niveau où nous voulons rapidement, ça peut déjà créer des problèmes aux joueurs, voire même précipiter même sa chute. Parce qu'on a vu, il y a des joueurs qui sont sortis, tout d'un coup, ils ont flambé. Et puis, au bout d'un an déjà, ou bien une saison, on n'en parle plus. Il y a plein de cas comme ça en Europe que vous connaissez. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas besoin de mettre cette pression-là à ce joueur-là. C'est un jeune, il vient d'arriver, il apprend, il est nouveau dans l'équipe. Seulement qu'il ne peut pas tout faire
Pas qu'il ne peut pas tout faire, mais il a besoin des autres. Le football d'aujourd'hui, comme Dembélé l'a dit, c'est un jeu d'équipe, un jeu collectif. Voilà, c'est pas comme avant où on avait besoin d'un exploit individuel à l'image d'un Léo Messi ou bien d'un Cristiano Ronaldo ou bien je ne sais pas de qui d'autre. Aujourd'hui, c'est toute une équipe et c'est ça qui est la force du PSG actuellement. Le PSG, ce n'est pas que chaque joueur n'est pas fort individuellement. Ils sont tous forts individuellement, mais leur secret, leur puissance, leur âme fatale, leur atout, c'est le collectif. Si moi, je n'arrive pas à faire telle chose, ça veut dire que toi, X, tu peux le faire. Voilà, donc forcément, ne m'attends pas. Il faudrait que toi aussi, tu apportes ton épingle voilà, au jeu. Il ne faudrait pas que voilà, tout le monde s'attende à ce que moi, voilà, on me dise que je suis le magicien, il doit tout faire. Vitinha, il est super bon, mais sans un super Raoul Nouvelle auprès de lui, Vitinha, il ne peut pas s'en sortir. Voilà, donc il a forcément besoin de quelqu'un pour pallier ses défauts. C'est même chose comme il a demandé. Il a besoin forcément de joueurs pour pallier ses défauts. Donc, si personne ne veut pallier ses défauts, moi, je dis que je lui donne raison de faire ce qu'il a à faire. À moins que ce ne soit des consignes qu'il ait reçues du coach Emet Faye. Est-ce que vous l'entendez toujours ou c'est uniquement de mon côté? Non, moi, je l'ai fini. Ah, ok. Mais juste, déjà, honnêtement, par rapport à ce qu'Adam disait tout à l'heure, moi, je suis totalement d'accord avec. Enfin, je suis en grande partie d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, venir me sortir que Yann Diomandé n'a dans sa palette que des doubles de contact et puis je sais pas quoi, des crochets ou je sais pas quoi, c'est très très mal connaître le joueur. Je suis désolé, mais il n'aurait pas fait une saison en terminant parmi les tout meilleurs dribbleurs d'Europe. Il est le troisième meilleur dribbleur d'Europe. Ben ça, tu le fais pas avec deux crochets et puis un double contact. Voilà, rien que ça. Et moi, il y a une application que j'aime beaucoup, c'est SofaScore. Ils font justement, ils tiennent une base de données qui liste les caractéristiques de chaque joueur et qui les évalue en fonction de l'ensemble de la base de données en Europe. Bon, ben, en créativité, par exemple, Yann Diomandé est parmi le haut du panier en créativité, pas en dribble, hein, parce que les dribbles, c'est une catégorie. La créativité, c'en est une autre, et notamment sa capacité à trouver des passes, à trouver des passes dans les petits espaces, etc. C'est une de ses capacités qui est très forte. C'est un joueur qui est davantage aujourd'hui dans un jeu de passeur, d'ailleurs, que uniquement dans un travail d'ailier ou de dribbleur. Donc, il a une palette, à 19 ans, il a déjà une palette extrêmement large et de très, 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 très haut niveau. Il a des années-lumière de beau gars. Hein. Faut arrêter de... Moi, je veux bien qu'on fasse des comparaisons qu'on veut là, mais on n'est pas en train de parler du même type de joueur. Et, clair, hein. Et tu vois, juste pour terminer sur Yann Diomandé, puis après éventuellement, je poserai ma question pour qu'on évolue dans le débat. Yann Diomandé, justement, je te rassure, notamment Adams, s'il fait le choix du Paris Saint-Germain, je te confirme que Luis Enrique ne va pas le faire jouer dans son registre de dribbleur. Il peut en parler à Désiré Doué. Désiré Doué a débarqué au PSG. Il arrivait de Rennes avec dans sa tête en fait uniquement cette logique là de dribbleur. Luis Enrique l'a fait très 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 rapidement évoluer parce que justement en fait la caractéristique d'Enrique c'est que justement il va donner le temps aux jeunes et il va le faire jouer dans différents registres. Il va tellement élargir la palette de Yann Diomandé, ça va être fou. Moi, j'espère vraiment pour Yann que c'est ce choix-là qu'il va faire, plutôt que d'être le franchise player de Liverpool qui va le faire jouer uniquement dans un seul registre, celui de Mohamed Salah. Honnêtement, je pense que ce serait une erreur. Mais bon, de toute façon, on n'est pas en train de discuter de ça. Mais clairement, Yann Diomandé a dès à présent une palette vraiment large et c'est justement à Faye de l'utiliser en fait au mieux. On est tous d'accord que ce qui manque, et c'est la quatrième option que Ange aurait dû apporter, mais il s'est limité juste à 3 options. La quatrième option, c'est de laisser Yann Diomandé sur son côté gauche, bien évidemment, comme titulaire, et d'augmenter en fait les options de combinaison. Donc on a dit, il y avait la possibilité donc avec Inao. Ils n'ont pas souvent joué ensemble, mais clairement Inao va lui servir de point d'appui au milieu de terrain. Et puis donc là, ça va être ma question. Moi, je pense que la solution, c'est vraiment Antoine Bonny comme avant-centre. Parce que Antoine Bonny va lui servir de point d'appui et ils vont pouvoir combiner ensemble. C'est un joueur qui est à l'aise techniquement, etc. Donc, voilà ma question. Comment vous avez trouvé le match de Wai? Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Wai? Et à votre avis, est-ce que pour au moins le début de la compétition, au moins le début de la Coupe du Monde, est-ce que c'est Wai qui doit être titulaire? Parce qu'avec Wai, on sait ce qu'on a. Avec Wai, on a un joueur qui va venir appeler dans l'espace et on a un buteur.
Est-ce que mais par contre, on a un joueur qui ne joue pas suffisamment avec ses coéquipiers. Il a très peu joué avec ses coéquipiers. Alors, c'est vrai, sur le premier but, c'est lui qui sert de point d'appui à Pépé. Et il a très bien joué en première intention. Mais c'est ça. Avec Wai, on a un joueur d'espace, un buteur, mais un joueur qui ne joue pas suffisamment avec ses coéquipiers. Avec Antoine Boni, on a un joueur qui a peut-être un peu moins de percussion dans l'espace, etc. Mais qui, par contre, lui, fait jouer ses coéquipiers. Vous, si vous êtes à la place de Faye, lequel vous choisissez comme titulaire pour jouer contre l'Équateur? Répondez pas tous en même temps. Bon, déjà, moi, j'opterais pour Eli Wahi. Pourquoi Eli Wahi, selon moi? Déjà, toi-même, je crois que tu as déjà la réponse. Le football d'aujourd'hui, c'est les espaces. C'est d'abord les espaces. Qui peut déjà avoir cette vision de jeu d'espace? Aller dans les espaces, créer de l'espace. Par exemple, regarde déjà le dédoublement qu'il fait. Lorsqu'il décroche pour venir en soutien à Emmanuel Agbadou, il fait directement l'appui, comment on appelle ça, la passe à Nicolas Pepe. Parce que déjà, il sait que dans son dos, il a la croix qui est sur lui. Donc déjà, ça crée un espace dans son dos. Et puis effectivement, c'est cet espace-là que Gila Doué a su-exploiter. En fait, c'est de ça qu'on a besoin. Quelqu'un qui peut créer des espaces ou bien qui sait utiliser les espaces. Parce que ça, c'est déjà très fort en football. Et ça, c'est la puissance du PSG actuellement. Le PSG, ils ont des joueurs qui ne créent que des espaces. C'est ce qui fait qu'ils ont toujours cette puissance offensive-là. Parce que une fois que tu t'en prends à un joueur, ou bien tu attaques, tu mets la pression à un joueur, automatiquement, il crée cette machine d'espace-là. Automatiquement, ça devient très facile. Regardez même face au Bayern. C'était très facile pour le PSG. Face à Liverpool, face comment on appelle ça, à Arsenal. Au début, c'était un peu compliqué, mais après, ils ont su imposer leur jeu. Pourquoi? La création d'espace, ça, c'est la puissance de Luis Enrique. Il sait créer les espaces. C'est pourquoi il laisse Ousmane Dembélé en électron libre. On sait tous que ce n'est pas un neuf. Ils ont un Gonzalo Ramos dans leur rang. Mais pourquoi on ne fait pas jouer Gonzalo Ramos? Gonzalo Ramos, il a l'image un peu de Yohan Boni. Moi, c'est comme ça que moi je vois Yohan Boni. Ils sont des neufs affirmés qui savent garder la barre, qui peuvent orienter le jeu, mais la création d'espace est compliquée. Or, s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'opportunité de but. Voilà, c'est les espaces qui font qu'il y a des opportunités de but. Moi, je pense comme ça. Et donc, selon moi, je pense que Eli Wahi, dans ce registre-là particulièrement, il est bon, il sait décrocher, il sait faire sortir le joueur qui est au marquage sur lui, il sait l'enlever de son poste, il sait le déplacer, il sait quand même le déranger en fait. Et en ce moment précis, ça va forcément créer beaucoup d'espace dans le dos de la défense pour ses coéquipiers. Donc, moi, je pense que pour moi, Eli Wahi est favori. Ok, mais après Eli Wahi, il y a qui encore qui peut créer des espaces avec l'équipe Ryan? Moi, je pense que concernant le point de 9, la Côte d'Ivoire n'a pas encore trouvé l'appel rare. Pour moi, que ce soit Antoine Boni et Eli Wahi, certes, ils ont des qualités, mais peut-être moi, actuellement, ce n'est pas les qualités, donc moi, je recherche pour un 9. Pour moi, le danger va venir au niveau de la ligne offensive, mais bon, il ne voit pas un 9 parmi ceux qui sont sur cette liste-là brillant la Coupe du Monde. À moins qu'ils me surprennent, hein, mais je ne vois pas un 9, que ce soit Wahi briller à la Coupe du Monde, que ce soit Boni briller à la Coupe du Monde avec des buts. Je ne sens pas ça pour moi. Pour moi, les deux 9, même avec Guessin, on sera toujours à la recherche d'un véritable 9, un véritable tueur devant les buts. Mais je ne vois pas. Donc pour moi, que ce soit Boni, que ce soit Wahi qui commence, moi, c'est pareil. Ok. Un autre avis? C'était quoi la question? Moi, je ne sais pas là. Donc, au regard du match contre l'équipe de France notamment, et aussi par rapport aux problèmes qu'on a posés, notamment par rapport à Yann Diomandé, etc., lequel de Antoine Boni et de Eli Wahi est le plus adapté? Si tu étais Faye, tu ferais commencer qui contre l'Équateur? Definitely Antoine Boni. Voilà, Antoine Boni parce que je me dis, c'est un attaquant il est bon dans le jeu dos au but. Il est très bon dans la conservation de balles et il aime jouer avec ses partenaires. On l'a vu sur son entrée, il a servi au moins 2 fois. Si je me rappelle, je crois qu'il y a Opéry qui écrase son tir sur une passe de Boni et puis une autre action, je ne me rappelle plus trop. Et il est assez mobile sur le front de l'attaque. Il est assez grand, il est assez costaud, il fait quoi, 1m90. Et je pense que dans ce registre-là, où ça risque d'être du 50-50 au niveau de... Oh, désolé. Au niveau de la possession de balle,
c'est vraiment l'attaquant qu'il nous faut pour débuter le match. Et puis peut-être en fin de partie où il y aura un peu plus d'espace, où les muscles seront un peu fatigués et tout, on peut faire rentrer Wai qui aime bien jouer dans les espaces. Parce que en première mi-temps, je me dis, je m'attends à une équipe équatorienne assez compacte. Voilà. Donc dans ce registre-là, Wai ne va pas vraiment nous aider. Surtout qu'il a un petit gabarit. Et quand tu regardes les défenseurs équatoriens qui sont